Bonsoir et bienvenue dans votre 20h, c'est Pendant le 20h. Pour m'accompagner aujourd'hui, Marie-Ange Philippe, Marie-Jo Harry-Guilandine, Marcel Pétrichol et Xavier Affre. Si je vous dis chic, classique, intemporel, vous me répondez évidemment noir et blanc. Mais quand ces opposés se rapprochent, ils nous offrent une palette tout en nuances. Quelques échantillons dans ce Culture Club. Avec au sommaire des BD. Terry et les pirates de Milton Caniff et Frank Miller, The Art of Sin City. Du cinéma avec Tétro de Francis Ford Coppola et The Day After de Hong Sang-soo. Ce sera Xavier. De la peinture et une monographie de Malevich par Jean-Claude Marcadet et Les errances de Laurent Desmartines. Ce sera notre bonus track en photo. Marcel, vous ouvrez le bal avec Terry et les pirates de Milton Caniff aux éditions BD Artistes. Alors, une BD des années 30, oui, lue par à peu près 31 millions de lecteurs. Voilà, ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur pour les futurs auteurs de BD, hein, quand même. Alors, ça fait longtemps que je vais parler de Milton Caniff dans cette émission, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, on va parler de Terry. Terry, c'est un jeune Américain qui est intelligent, qui est dynamique. Puis un jour, son grand-père lui lègue une vieille carte, et sur cette carte est mentionné qu'il y aurait un trésor. Qu'est-ce que fait Terry ? Il va partir à la chasse au trésor, bien sûr, il va pas partir seul. Il va être accompagné par son tuteur, Pat Ryan, par une charmante jeune femme qui s'appelle Dale Scott, et par un cuisinier chinois qui s'appelle Connie. Pourquoi un cuisinier chinois ? Je vous laisse découvrir dans la BD. Alors ils vont partir pour les mers lointaines, ils vont combattre de redoutables pirates et bandits, ils vont même rencontrer une femme, Dragon Lady, absolument méchante, qui elle aussi est sur la piste du trésor. Ça va être une rencontre explosive, il va y avoir des attaques, des poursuites, des guet-apens, ça va pas arrêter pendant toute la BD. Alors vous allez me dire, le pitch, il est plutôt flébard, voire confondant, je vous l'accorde, et pourtant, Caniff va déployer un récit d'une amplitude absolument démesurée. Vous allez voir que la trame va gonfler petit à petit. Ça va aller de rebondissement en rebondissement. Chaque situation est étudiée et toutes les possibilités sont étudiées, toutes les possibilités pour que les personnages puissent s'en sortir. Il y a une audace narrative absolument inimaginable dans cette BD. Alors, on se fout complètement de savoir si les héros vont s'en sortir. On sait qu'ils s'en sortent. Ce qui est important, c'est comment ils vont s'en sortir. C'est là toute l'astuce. Pas de suspense insoutenable, donc. Hein. C'est vraiment cette ingéniosité qui fait qu'il y a des pics dramatiques qui sont distillés avec parcimonie par Milton Caniff. Vous allez voir que les femmes aussi sont importantes dans cette BD. C'est rare pour l'époque. Elles sont belles, mais ce ne sont pas des potiches. Elles aident même le héros, Terry, et même elles le font grandir. Les personnages prennent de l'épaisseur au fil de la BD. Ils sont de plus en plus fouillés. C'est vraiment rocambolesque. C'est sur fond politique, toujours. Voilà, c'est plein d'aventures. Il y a même des petits côtés sexuels. Tout ça fait bon ménage. C'est franchement une prouesse narrative. C'est un raconteur de génie, mais tout son génie n'est pas là. Milton Caniff, on le surnommait The Rembrandt of the Comic Strip. Pour vous dire, par ses pairs. C'est tout simplement un maître du noir et blanc. C'est lui qui a influencé un bon nombre de dessinateurs. Je veux parler d'Hugo Pratt, on va parler de Jordi Bernet en Espagne, on va parler de Yann, de Berthet en France, de Chaboutet, de Will Eisner. L'immense Will Eisner a été influencé par Milton Caniff. Voilà. On peut dire qu'il y a eu Hergé qui a influencé la BD, et tout ce que Berger n'a pas influencé, Milton Caniff l'a influencé. La BD actuelle ne serait pas ce qu'elle est sans Milton Caniff et ses noirs et blancs, ses aplats de noir, de blanc, ses jeux d'ombre, ses de lumière, ses cadrages, ses découpages très cinématographiques. Il a inventé tout ça. C'est le précurseur de la BD moderne, tout simplement. Alors, incontournable, absolument incontournable. Qui fait partie des 31 millions de lecteurs ? Non pas des années 30, mais plus actuels. Moi, je ne connaissais pas, il faut dire. Donc, c'est une chronique au couteau là, que nous fait bien sûr Marcel. Je ne connaissais pas, et du coup, ça me fait penser alors c'était Tintin, mais le roman d'aventure, la BD d'aventure. C'est vrai que quand on commence, en fait, c'est difficile de s'arrêter. Puis, petite sympathie pour le cuisinier chinois. Bien sûr. Non, il y a des personnages hauts en couleur, en plus, c'est vrai. Et c'est effectivement assez politique aussi, hein, parce que dans les années 30. Les années 30, il va continuer, parce qu'après, ça va parler de la guerre du Vietnam, ça va aller jusqu'à la guerre du Vietnam, la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il a fait même une série, alors il n'a pas pu l'appeler Terry les pirates, parce que c'était un autre éditeur, ça s'appelait Mail Call, qui parlait de la Seconde Guerre mondiale et qui était réservé aux GIs. Et là, c'était un peu plus adulte, un peu plus sexuel. Donc c'est pour ça l'influence de Milton Caniff. On ne se rend pas compte de l'influence que peut avoir ce bonhomme sur la BD actuelle. On va parler de Frank Miller. Frank Miller, c'est un maître. Enfin, c'est son maître, Milton Caniff. C'est incroyable et pas connu en France. BD Artist a eu
l'excellente idée de rééditer Terry et les pirates, à tel point que c'est pas connu, je vais faire un petit coup de gueule. Il y a une revue qui s'appelle Les Inrocks qui a sorti les 150 BD essentiels. Donc sur ces 150 BD, il y a au moins 100 personnes, 100 auteurs qui se sont inspirés de Milton Caniff. Ils sont pas foutus de citer Milton Caniff parmi les 150 BD essentiels. Donc c'est pas la peine de faire un magazine sur la BD. Salut les Inrocks. Voilà. Très bien. Votre deuxième BD, Frank Miller, The Art of Sin City, aux éditions Rackham. Alors bienvenue dans la ville du vice et du péché, nettement plus adulte comme choix. Complètement adulte. Alors ça, c'est un album, il est là, le voici. C'est l'art de Frank Miller. C'est pas la BD Sin City. J'ai pas voulu choisir la BD City parce que dans cet album, on voit le travail de Frank Miller pour arriver à ce que j'appelle une épure du noir et blanc. C'est-à-dire, vous regardez les crayonnés de Frank Miller et vous regardez ce qu'il en a fait après. C'était des aplats de noir. Il a enlevé tout ce qu'il pouvait enlever. Il ne reste plus que des ombres, que des silhouettes. Ce qui est fantastique, c'est que pour un décor, par exemple, qui se passe sur un toit, vous n'allez voir qu'une tuile. Il n'y a pas besoin de plus. Vous savez que vous êtes sur un toit. C'est absolument remarquable. C'est une BD, on regarde les planches et on prend une claque visuelle. C'est magistral. C'est vraiment une des premières BD où le noir et blanc me saute comme ça à la gueule. C'est dit. Xavier, avec vous, on part à Buenos Aires. On va pas à Sin City. J'aurais pu choisir. À Sin City. J'aurais bien aimé aller à Sin City avec le talentueux Vincent Gallo, si je puis me permettre. Mais bien sûr, non. Avec c'est pas pour cette fois. Dommage. Bientôt, quand il va avoir écho de l'émission, ne vous inquiétez pas. N'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. L'espoir fait vivre. Donc Tétro de Francis Ford Coppola. Je vous pose une colle ou pas? Allez-y. Mais non, mais vous le savez. Non. Que signifie Tétro en italien? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas, révisé. Alors ça veut dire morne, gris, terne. Voilà, donc on colle avec... ça va avec le sujet. Exactement, voilà. Alors, je ne vais pas faire le déshonneur de présenter Francis Ford Coppola. Quand même, tout le monde connaît Francis Ford Coppola, mais peu de gens, finalement, savent qu'il a fait évoluer son cinéma vers des films beaucoup plus intimistes aujourd'hui, qui ont du mal à sortir, d'ailleurs. C'est comme quoi on peut s'appeler Francis Ford Coppola et avoir du mal à sortir un film. Et depuis quelques années, alors, il a fait des films qui sont un peu rejeté par une partie de la critique, il avait encensé, mais ça, Marcel connaît bien ce phénomène, notamment chez les Inrocks, par exemple, qui consiste à dire beaucoup de bien d'une œuvre, puis quand un film ne plaît plus, c'est fini, on tombe de haut, bien sûr. Et là, il réalisait ce film qui est très intime, qui s'appelle Tétro, qui est sorti en 2009, qui avait été projeté à Cannes, avec Vincent Gallo, évidemment, le magnétique Vincent Gallo, et aussi la révélation du film qu'on ne cite jamais assez, le jeune Alden Ehrenreich, qui est extraordinaire dans ce film. Alors, c'est une histoire un peu sordide quand même. C'est l'histoire de Tétro, justement, joué par Vincent Gallo, qui a quitté sa famille. Il a rompu tous les liens avec sa famille depuis une dizaine d'années. Et il est parti à Buenos Aires, en Argentine. Vraiment, il y avait une volonté de rupture avec cette famille. Et un jour, il voit débarquer son frère cadet, Benny, qui vient et qui est un petit peu à la recherche d'explications. Pourquoi il est parti, pourquoi il a coupé les ponts avec cette famille. Et au milieu des deux personnages, il y a l'ombre d'un père tyrannique, bien sûr. Et là, Francis Ford Coppola a mis beaucoup de lui-même parce que, effectivement, la relation avec son frère, la relation avec son père, très difficile aussi. Coppola, c'est une famille extraordinaire quand même, quand on y réfléchit. Réalisateur, son père était, je crois, chef d'orchestre, musicien. C'est une famille d'artistes, donc forcément, chez les artistes, il y a des égos, forcément. Et c'est ce que montre le film. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, certains disent ça vaut pas le Parrain, mais en fait on s'en fout. Ça peut pas comparer une fresque d'ampleur, alors que là il y a de l'ampleur quand même. Mais dans un somptueux noir et blanc vraiment là qui rend hommage. Pour moi j'ai vu le tango, j'ai vu Buenos Aires, on voit plein de choses. Ça donne envie d'aller d'ailleurs en Argentine. Mais pour recréer cet univers, alors quand Coppola parle de référence, il parle d'Elia Kazan, qui était l'un des maîtres du noir et blanc quand même. Il parle de La Nuit, La Note et de Michelangelo Antonioni aussi. Donc il y a des références quand même assez extraordinaires. C'est pas tape à l'œil, moi je trouve. Il y a un refus de la surenchère. On joue beaucoup sur les regards et le noir et blanc, donc c'est une des questions que vous allez sans doute poser, permet justement de révéler un peu tout ce côté secret, enfoui, et de permettre de jouer sur les regards. C'est presque un film de contre-jour. Et c'est ça que je trouve assez fort. Là, on voit des images avec le décor, cette idée de faire briller sur les neiges, des montagnes de l'Argentine. Vraiment, je tarie pas d'éloge sur ce film, sincèrement, que j'aime beaucoup parce qu'il est évidemment aussi très personnel pour Coppola et donc ça me touche énormément. Qui l'a vu? Alors Marianne, j'en vous écoute.
vous l'avez dit, Vincent, c'est ça son prénom, Gallo. Oui. Et juste, j'ai pas la mémoire des noms, excusez-moi, j'ai Alzheimer avant l'heure. Non, il est juste magnétique, extraordinaire. Enfin, il bouffe l'écran, il fait le film à lui tout seul. Hein. Et ce noir et blanc, effectivement, ça crée beaucoup d'intimité et tout, mais il y a des jeux de lumière qui sont assez extraordinaires et qui, à un moment, appuient vraiment l'angoisse qui peut en ressortir de ce film. C'est pas un film qui fait peur, c'est pas un film qui me met mal à l'aise, mais vraiment il y a une atmosphère assez triste qui s'en dégage, que le noir et blanc sert évidemment de manière sublime. Et Coppola avait déjà tourné en noir et blanc. Hein. Il fait référence à Rusty James, qui est un des grands films aussi de Coppola. C'est clair que c'est exactement ça sur les résonances familiales, le côté vraiment dramatique et sombre, un peu mélancolique aussi, le noir et blanc, ça permet de le rendre vraiment très bien dans le film. Et moi, j'insiste vraiment sur ce jeune acteur, parce que Vincent Gallo, on connaissait un peu, bon, c'est vrai qu'il impose une présence, c'est une évidence. Je me rappelle d'un film où il jouait, ça s'appelle Nos funérailles, d'Abel Ferrara, il était extraordinaire. Et ce jeune Alden Ehrenreich, et moi je le trouve bluffant quand même, parce que c'est lui qui a le rôle de celui qui vient questionner, qui vient essayer de faire ressurgir un peu ses secrets enfouis. Voilà, pour moi, grand film. Oui, grand film. Moi, deux petits mots sur le noir et blanc. Il a inversé. Le noir et blanc, généralement, c'est pour les souvenirs. Et là, les souvenirs sont en couleur et ça nous prend vraiment à la gueule. Exactement comme les auteurs, comme les acteurs. Ces souvenirs leur surgissent à la gueule et cette couleur, ça fait encore plus violent. Belle idée, ça. Alors, après l'Argentine, la Corée du Sud, hein, oui. Le jour d'après... Il va falloir vous y faire de toute façon, parce que ça va être souvent. J'ai bien compris. Alors, le jour d'après, de Hong Sang-soo, un vaudeville au pays du matin calme. Xavier. Très romérien, ça c'est pour Marcel. Oui, c'est ça. C'est tout simplement l'un des films les plus beaux de l'année 2017, il faut le dire. Donc, c'est dire le niveau de cette année, qui était une très bonne année. Un film qui était en compétition et qui n'a pas vraiment, visiblement, séduit Il y a une rumeur comme quoi l'un des membres du jury, Will Smith, se serait levé, aurait applaudi, etc. Ce n'est qu'une rumeur, parce que cela dit, voilà, il faut faire attention quand même. Alors, c'est l'histoire très simple, parce qu'on dit vaudeville, c'est un trio amoureux, on va dire, même presque un quatuor amoureux. C'est souvent ça, hein, chez Hong Sang-soo, avec un éditeur. Il aime bien le monde de la culture, les livres, soit un éditeur, soit un cinéaste en général dans ses films. Donc il met un peu de lui aussi. Un éditeur qui a une femme, qui trompe sa femme, évidemment, avec une femme qui s'en va, et arrive une jeune stagiaire qui va travailler avec lui, et évidemment il va avoir une relation avec elle. Et la femme le découvre, et ça donne lieu à des scènes. Alors, chez Hong Sang-soo, il ne faut pas chercher ni l'action, ni l'énergie des plans caméra à l'épaule, ce sont des plans fixes. Le cadre est toujours, alors soit large, soit un peu plus resserré, mais c'est quand même très fort. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que cet opus-là, parce qu'il en fait 2-3 par an maintenant, hein, donc ils sortent chez nous, c'est beaucoup. Hein, il a dépassé Woody Allen dans le tempo, c'est dire. Celui-là est beaucoup plus sombre et beaucoup plus mélancolique que les précédents, même un peu cruel, parce que cette histoire en fait fait écho à la sienne. Il n'y a pas très longtemps, sur un film, il a rencontré cette actrice qui est sublime, qui s'appelle Kim Min-hee, qu'on voit dans Mademoiselle, un film coréen aussi. Et il est tombé amoureux d'elle, et il a quitté sa femme pour elle. Ça fait un scandale, mais ça fait un scandale en Corée, hein, où elle est très connue, lui ne l'est pas du tout quasiment. C'est pour vous dire aussi le statut là. Et du coup, c'est un peu de son histoire, c'est que ce personnage, cette femme-là, qui est sa femme à la ville, il lui fait jouer un drôle de rôle. Elle est à la fois témoin, elle voit la lâcheté de cet homme qui s'engage et s'engage plus, la lâcheté des hommes en général. Le film montre ça, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Et du coup, elle a une position particulière. Et c'est savoureux, moi je trouve que c'est ça qui est savoureux, et elle est exceptionnelle. Vraiment dans le film, lui est très bon, le rôle de l'éditeur, donc je vais pas noter son nom pour pas embrouiller les téléspectateurs. Non, surtout pas. Mais retenez Kim Min-hee, elle est magnifique, vraiment. Si demain je peux la faire venir sur le plateau, je n'hésiterai pas une seconde. On la recevra avec plaisir à côté de Vincent Gallo. Voilà. J'ai une question pour conclure sur ce sujet. Le noir et blanc en tant que procédé esthétique, est-ce qu'il sert une intrigue qui serait par ailleurs un peu faiblarde? Alors est-ce que de suite, ça fait chic parce que c'est noir et blanc? Alors, non, mais c'est vous qui le dites. Je suis d'accord avec Marcel, c'est-à-dire que l'intrigue, c'est très fine, c'est 3 lignes en fait. Hein. Sauf que le noir et blanc renforce, on l'a dit tout à l'heure pour Tétros, cette idée de mélancolie, de suite avec une petite musique derrière en fond, très jolie, mais pas pleurnicharde, hein, mais une très jolie musique. Il y a de suite avec le noir et blanc, je trouve que se dégage une espèce de mélancolie, de langueur, de nostalgie qu'on trouve dans ce film. Et ce que n'apporterait peut-être pas la couleur, finalement. Au moins la couleur. Juste pour information, le film dure à peu près
3h55. Voilà. Non, alors Hong Sang-soo a une particularité extraordinaire, c'est qu'il fait des films très courts. Son dernier, qui va sortir là, il y a dans pas très longtemps, fait 1h09. Ah ben voilà. Si beaucoup de cinéastes pouvaient s'en inspirer, ça serait bien. Très bien. Marie-Jo. Oui. À vous, vous êtes très portée sur l'art pictural en ce moment. C'est l'histoire de ma vie. La preuve avec cette monographie de Kazimierz Malevich par Jean-Claude Marcadet. Oui, qui est ressorti en 2016, mais il faut savoir que quand même Jean-Claude Marcadet avait fait la première monographie sur Malevich en 1990. Là, il a jugé utile de la revoir, de l'augmenter, de l'enrichir, parce qu'il y a beaucoup d'archives qui se sont ouvertes à lui, parce que Malevich est ukrainien, donc sur le bloc soviétique. Voilà, il y avait des choses qu'on pouvait découvrir depuis. Et il a découvert beaucoup de choses justement sur l'influence de l'Ukraine, sur la personnalité de Malevich, et notamment sur sa gamme de couleurs, justement. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant de parler de peinture et d'une monographie sur un peintre qui est aussi un peintre de la couleur, parce que si en photo on a commencé en noir et blanc, si en cinéma on a commencé en noir et blanc, si en BD on commence en noir et blanc, puisque après les crayonnés il y a l'ancrage et c'est du noir sur blanc, la peinture, elle a jamais commencé en noir et blanc. Enfin peut-être aller un peu de fusain dans les peintures rupestres, mais la peinture c'est vraiment le pigment, c'est vraiment la couleur depuis le début. Et il se trouve que quand un peintre donc utilise du noir et du blanc, bien, c'est qu'il a quelque chose à dire. Autrement, c'est pas possible. C'est vraiment presque contre-productif. Donc, on a évidemment l'exemple de Picasso avec Guernica. Quand il fait Guernica en 1937, il parle de la guerre d'Espagne. Et cette toile monstrueusement grande est tout en noir, blanc et gris. Ça a évidemment un sens. On a des artistes comme Pierre Soulages qui ne travaillent que le noir avec un travail sur la matière qui est extrêmement important. Et ce que je trouvais intéressant chez Malevich, qui est donc un des fondateurs du suprématisme soviétique, c'est que donc il travaille beaucoup la couleur et il va faire quelques œuvres qui vont être remarquables et qui vont surtout être des œuvres vraiment fondamentales dans l'art contemporain. Entre autres, nous avons sa croix noire qu'il a peint en 1915 quand même, donc c'est une croix sur fond blanc. C'est important parce que non seulement il fait du noir et du blanc, mais en plus l'œuvre s'appelle croix noire, l'autre s'appelle carré blanc sur fond blanc. Et la troisième que je montre, mais il y en a d'autres évidemment, s'appelle carré noir sur fond blanc. Donc c'est assez important parce que vous voyez qu'en fait, on est quand même pour le carré blanc sur fond blanc qui, comme on peut le voir, n'est pas un carré blanc sur fond blanc parce qu'il y a des différences de matière et des différences de ton qui font qu'en réalité, si elle est mal photographiée, si on a l'impression d'avoir rien, mais si vous êtes un petit peu en biais, vous voyez tout à fait ce carré blanc. C'est une toile qui est au MoMA, en ce moment visible à la Fondation Louis Vuitton. C'est important puisque quand même tout le monde ne va pas à New York tous les jours. Donc on peut l'avoir. C'est extrêmement important dans l'histoire de l'art contemporain parce que c'est le moment où la réflexion sur l'art et sur l'abstraction géométrique atteint son paroxysme avec une toile qui n'est pas loin d'un monochrome mais qui n'en est pas un. Alors, n'y voyez là aucun rapport. J'ai une question. Est-ce que le noir et blanc, c'est snob, tout simplement? Mais là, c'est pas le. Pardon, je me permets de répondre, mais je suis pas du tout spécialiste. Mais c'est pas le fait que ce soit. C'est l'intention de Malevich qui est intéressante et c'est l'époque dans laquelle elle s'inscrit. Bien sûr, maintenant, quelqu'un ferait un carré blanc sur fond blanc, aucun intérêt. Mais ça se fait, hein, quand même. Sûrement, mais ça n'a pas grande force. Après, c'est devenu un peu snob. Effectivement, avec la photo de mode qui utilise de plus en plus les portraits en noir et blanc parce que ça lisse facilement les imperfections et qu'on se concentre un peu plus sur le sujet. Mais à la base, c'est pas snob, au contraire. Alors Marianne, je vous gardais la parole. Je prends la main. Voilà, exactement. Alors guidez-nous à travers les errances de Laurent de Martine. Oui, alors c'est mon coup de cœur photo insulaire, Laurent de Martine. Alors pourquoi lui? Donc réponse simple et très subjective, mais vraiment très subjective, parce qu'il me fait penser à un petit Depardon en herbe. Alors ces thèmes d'abord, les errances, les paysans, les gens cassés, donc thème cher au maître Depardon. Contrairement à Depardon, qui dans ses photos, il y a une certaine tranquillité, un certain silence qui s'en dégage même quand il photographie des asiles, et bien chez Laurent de Martine, ces photos ne sont que des jaillissements et pour cause, c'est un chasseur d'instinct et il se comporte comme un animal avec sa proie quand il photographie des gens, des rues, des moments. Et il le dit lui-même, il dit je dois avoir l'air d'un fou ou d'un pitre lorsque je cours dans les rues de Paris ou d'Ajaccio. Alors son noir et blanc, on le voit à l'écran,
est très contrasté. Il est pensé a priori ou a posteriori, peu importe. En tout cas, c'est que ça lui permet de fixer un mouvement, de fixer l'essentiel, de diminuer en quelque sorte le bruit autour, de se concentrer sur le sujet, de concentrer le regard et l'objectif sur ce qu'il veut photographier, en faisant en fait abstraction de la contingence environnante. C'est-à-dire que peu importe la couleur des habits, peu importe la couleur du siège du métro, on fait fi de tout ça et il le dit lui-même, le noir et blanc s'impose comme une sorte de limite positive, c'est-à-dire que ça lui permet d'être, en langage un peu start-upien, plus performant, et ça lui permet d'être plus exigeant dans ses jeux de lumière, etc. Alors, au-delà de la technique, son intention, en fait, elle est multiple et diluée entre lui, les autres et le monde. Il a vraiment une œuvre prolifique, multiple, parce qu'il écrit, il fait de la musique et il photographie, et tout est lié. Et tout tient dans cette espèce de ligne invisible qui se dessine entre chaque échange, à chaque fois que l'on regarde quelqu'un, à chaque fois que l'on aime quelqu'un, à chaque fois que l'on veut cacher sa tristesse ou monter sa joie. Eh bien, il y a un petit Nemrod audiovisuel qui est là avec son appareil photo et qui déclenche son objectif. Eh bien, c'est Laurent de Martine. Et si vous voulez voir son tableau de chasse, c'est sur Internet, www.laurentdemartine.com. Qui connaît le travail de Laurent de Martine? On voit quelques clichés, ouais, un petit peu. Les photos sont très belles, hein. Notamment celle qu'on a vue tout à l'heure, là, avec le métro, l'entrée de bouche de métro. Je me prends pour qui? Non, ce que j'aime beaucoup chez Laurent de Martine, c'est qu'il travaille en couleur naturelle. Il n'y a pas de retouche, ce sont des couleurs naturelles. Il le dit, alors, il a un tout petit appareil. Il retouche parfois, oui. Mais il sort souvent avec sa pellicule noire. Des fois, il passe de la couleur en noir et blanc, mais c'est rare. Ouais. C'est très très rare, et puis il est très discret. Tu l'as dit, il court et tout. Il a un tout petit appareil, il n'y a pas un énorme zoom, il essaye de se faire le plus discret possible. Et puis il le dit, hein, pour lui, la photographie, c'est une rencontre, et c'est cette rencontre qu'il photographie. Quoi. J'aime beaucoup son travail. Et il est lui-même tout le temps vêtu de noir. Comme un ninja. Qu'est-ce qu'on dissimule ou qu'est-ce qu'on montre avec le noir et blanc, Marie-Ange? Alors, dans la photo, c'est un peu particulier parce que donc c'est les couleurs d'origine, on va dire, de la photo. Ça a longtemps, dans l'inconscient collectif, l'histoire se fait en noir et blanc. Les photos, on a cette image-là. Pourtant, les photoreportages se font souvent en couleur, justement pour montrer toute une fresque qui peut être géopolitique. J'ai l'impression que justement le noir et blanc se concentre vraiment sur le sujet. On n'a pas d'environnement extérieur, ou très peu, ou en tout cas quand on photographie l'environnement extérieur, c'est pour montrer un point précis, et c'est pas anodin que les photos de mode et généralement les portraits soient faits en noir et blanc. Bon, le travail est plus facile aussi pour lisser la peau, etc., mais c'est pas anodin. Mais le cinéma, c'est pour rebondir, le cinéma montre aussi quand il y a les films en noir et blanc. Alors les premiers films, évidemment, c'était parce que la couleur n'existait pas. Encore que Méliès, il y avait déjà la couleur y était, puisqu'elle était recolorisée après. Mais si je prends un film qui me vient en tête, je voulais en parler, mais le film Psychose, par exemple, d'Alfred Hitchcock, où il se dit que Hitchcock n'avait tourné pas en couleur d'abord pour des questions de budget, mais en fait, il ne voulait pas. Son film est extrêmement violent. Hein, la scène de la douche, tout le monde l'avait en tête. J'avais presque envie de la mettre à cette heure-là, mais c'est un peu difficile. Mais c'est un modèle du genre. C'est-à-dire qu'en fait, on voit l'horreur, on ressent cette espèce de psychose, ce film qui fait très peur quand même, mine de rien. Et pourtant, il n'y a pas une goutte de sang, parce que la couleur, on ne la voit pas. On voit le sang, mais il est noir. Ça choque moins, mais ça permet de cacher un peu l'horreur de la scène. Mais quand même, moi, je trouve que ça donne une impression encore plus importante. Et ça renforce l'impression sans doute d'horreur de cette scène de la douche ou du film d'Hitchcock. Donc, parfois, l'économie de la couleur, ça peut être intéressant. Oui, en BD, c'est pareil. J'ai l'impression que le noir et blanc apporte plus de choses, plus de détails, montre plus de choses que la couleur. On est vraiment, comme tu disais, concentré sur l'essentiel quand on fait du noir et blanc. Allez, en conclusion, le noir et blanc, une palette tout en nuances. Marie-Ange. Oui, j'ai l'impression on a l'impression que c'est facile quand on regarde en tant que spectateur. On a l'impression que c'est quelque chose de facile. Puis on le voit, nous, on fait un filtre Instagram noir et blanc, ça passe toujours. Hein. Mais c'est une palette vraiment difficile à maîtriser que lorsqu'on fait de vraies belles choses artistiques. Ouais, très difficile à maîtriser. Merci. Encore une fois, la preuve, pas beaucoup d'artistes de bande dessinée travaillent le noir et blanc. Généralement, ils commencent avec de la couleur. Le noir et blanc, la mélancolie au cinéma, même Lelouch avait réussi son film en noir et blanc, Un homme et une femme, si mes souvenirs sont bons, je me semble qu'il est en noir et blanc. Oui. Je pense qu'il aurait mieux fait de rester sur le noir et blanc. Finalement, hein. Voilà. Vous nous avez manqué, Xavier. Vraiment. Je sens.
Marie-Jo, le noir et blanc, tout en nuances. Le noir et blanc, et pas seulement les gris. Et c'est vrai qu'en photo, justement, un bon photographe, et ce que vous avez montré était tout à fait excellent, un bon photographe a des vrais blancs et des vrais noirs dans sa photo. S'il n'y a que des gris, il y a un petit problème. Voilà. Et en art, eh bien, on apprenait toujours à faire couleur-valeur, c'est-à-dire à faire passer une photo d'un tableau en couleur. Et c'est vrai que c'est aussi un bel exercice parce que toutes les couleurs ont une valeur en noir et en blanc et en gris, bien sûr. C'est un exercice qui est tout à fait intéressant et on peut faire beaucoup d'interprétations du noir et blanc vers les couleurs, alors que le contraire, on n'a qu'une. Allez, en conclusion, on peut dire que peu importe la couleur ou la non-couleur, pourvu qu'on ait l'ivresse et la subtilité, comme dans les œuvres qui vous ont été présentées ce soir, notamment les BD Terry et les pirates de Milton Caniff, Frank Miller, The Art of Sin City, du cinéma avec Tétro de Francis Ford Coppola et The Day After de Hong Sang-soo, une monographie de Malevich par Jean-Claude Marcadet et les errances de Laurent Desmartines. C'était notre bonus track en photo. Toutes ces références, bien sûr, à retrouver sur Internet, notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite, toujours pendant le 20h. Merci beaucoup.